en diaporama en principe. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui. Je vais vous dire à chaque fois si vous êtes là parce que j'ai peur de parler toute seule alors que la connexion est rahat. Donc nous allons partager ensemble cette conférence sur la charge physique du travail. Donc le plan, c'est de dérouler les composantes de la charge de travail et sa quantification. Ah, je ne voulais pas changer. Je voulais ça, le stylet, le pointeur. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur ou pas. Je pense que non. Non, on ne le voit pas. Non. Donc, en premier, nous allons voir les composantes de la charge de travail et les principes de sa quantification. Nous allons ensuite passer aux indicateurs physiologiques de la charge physique, deuxièmement, pour aborder, en troisième lieu, les principes d'interprétation de ces indicateurs physiologiques de la charge physique. D'accord? Ça, c'est le plan. Les objectifs de cette conférence, c'est d'aborder la charge de travail d'une façon générale et la charge physique d'une façon particulière. Et comme c'est un problème complexe, donc on doit quand même maîtriser quelles sont les composantes de la charge de travail, c'est quoi la charge physique et comment et quelles sont les méthodes d'évaluation de cette charge physique. Ça, c'est pour les objectifs. Donc, on va aborder en premier les composantes de la charge de travail. D'après vous, quelles sont les composantes de la charge de travail? Allô? La charge de travail, c'est quoi pour vous? Ça vous dit quoi, charge de travail? La charge de travail, c'est les efforts à fournir. OK. Ces efforts à fournir, pour vous, c'est la charge de travail. OK. Égale charge de travail. Donc, charge de travail égale effort. Mais quelles sont les composantes qui vont nécessiter justement ces efforts? De quel type d'effort il s'agit? Effort physique. OK. Selon la profession. Et j'ai effort physique. OK. Selon la profession. Effort moral. Effort moral. Je préférerais mental. Oui. Mental plutôt. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous avez dit selon la profession? Selon la tâche qu'on a à accomplir et ce qu'elle requiert comme énergie ou effort pour lui Très bien. répondre. Mais quelle est la nature? Est-ce que la charge de travail, c'est les efforts? Je suis d'accord avec vous. Donc, d'après ce que vous venez de dire, les efforts pourraient être physiques, c'est ça? Ils pourraient être aussi mentaux. Et l'un de vous a dit, c'est en fonction de la profession. Vous voulez certainement dire qu'il y a des professions qui vont exiger des efforts plus mentaux que physiques et d'autres professions qui vont exiger plus d'efforts physiques que d'efforts mentaux. Vous êtes d'accord? Ou bien les efforts cognitifs. Ah, les efforts cognitifs. On n'est plus dans le mental si on est dans le cognitif? D'intelligence. C'est pratiquement pareil, mental et D'accord. cognitif, c'est de l'apprentissage. Donc, si je dis mental ou cognitif, c'est pratiquement pareil. D'une façon générale, oui, ça sonne pareil. Faisant penser que je dois faire travailler mon cerveau, c'est ça. Mais en fait, il y a une petite différence, comme vous voulez dire, mais ça, on le verra avec la charge mentale ou l'astreinte liée au travail mental. Donc, on verra dans le travail mental, est-ce qu'il s'agit purement de facultés mentales ou plus large encore de facultés cognitives. Donc, maintenant, on va focaliser sur les différentes composantes de la charge de travail. Donc, d'après vous, il y a une charge physique de travail, il y a une charge mentale, c'est ça? Ou charge cognitive? OK. Oui. OK. Donc, quelles sont les composantes de la charge de travail? Et quand on parle de charge de travail, vous avez parlé d'efforts. Donc, nous parlons aussi de facteurs de risque pour la santé. Si nous devons fournir des efforts jusqu'à une certaine limite, c'est jouable, mais dépassant ces limites, il va y avoir des problèmes
ou d'un retentissement sur la santé. Certainement qu'il y a quelqu'un qui demande à nous rejoindre. C'est Zineb Rilbahi. Bonjour. Bonjour Zineb. Bonjour, Marhaba. merci. Très bien. Donc, nous avons entamé notre conférence sur la charge physique. Je dois encore la réouvrir. Voilà. Nous avons... Ouf, je ne l'ai pas. Pourquoi? Vous l'avez? Eh bien, moi pas. Mais pas en diaporama. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais voir. Sûrement que je fais des bêtises. Hein. Voilà, partager. Allez, c'est bon comme ça? Oui, Ok. Donc, nous avons dit que nous allons voir les différentes composantes de la charge de travail ou différents types, si vous voulez, de la charge de travail. Qu'est-ce qui fait charge? Et en parlant de charge de travail, l'un de vous a dit, pour moi, ça me fait penser aux efforts et c'est juste. On avait dit quel type d'effort ou quel type de charge. On a abordé qu'on pourrait avoir une composante physique, qu'on pourrait avoir une composante mentale. Mais je pose une question. Est-ce que selon la profession, comme vous avez dit, est-ce que je pourrais trouver des professions où la charge est purement physique et une autre profession où la charge est purement mentale? Non. On aura une composante prédominante, qu'elle soit mentale ou physique, mais pas purement physique et purement mentale. Vous ne pouvez pas soulever un sac de ciment sans réfléchir comment le soulever. Donc, sans raisonner, sans faire appel à votre intelligence, à ce que vous avez acquis comme connaissance pour le prendre d'une façon la plus adaptée possible pour qu'il soit moins exigeant en matière d'effort. Donc, il y a du cognitif dans la manutention. Et quand vous faites un travail mental sur votre ordinateur, il y a quand même un travail physique à fournir en parallèle, puisque vous maintenez une posture, etc. D'accord? Donc, il n'y a pas de travail purement physique, il n'y a pas de travail purement mental. Mais il y a des travaux ou des postes de travail où la composante physique prédomine et d'autres, c'est la composante mentale ou cognitive qui prédomine. Donc, dès que vous dites charge de travail, donc c'est contraignant. C'est une astreinte, c'est une réponse. Donc, elle constitue un facteur de risque pour la santé au long terme. Elle peut avoir, cette charge de travail, de lourdes répercussions sur la santé, aussi bien physique que mentale. C'est pour ça qu'en tant que médecin du travail, nous abordons cette charge de travail dans son évaluation pour savoir qu'elle répond vraiment aux critères de capacité, aux critères de capacité de l'individu à répondre à cette exigence ou pas. Ou bien, c'est peut-être une personne qui est diminuée au plan physique, au plan mental, et on voudrait aménager ce poste de travail pour amoindrir ou diminuer sa charge de travail. Donc, la charge, qui dit charge de travail, il renvoie directement à la quantification, à l'évaluation de cette charge de travail. Est-ce qu'elle est pénible? Est-ce que la pénibilité est moyenne ou pas du tout? Donc, ça nous renvoie à évaluer la quantité des efforts à fournir, à quantifier les actes à exécuter. Que dit charge de travail? Le corollaire taha, c'est la quantification. Mais la quantification n'est pas toujours aisée en matière de charge de travail. Il y a des choses qui sont abordables et d'autres pas du tout. Elles restent soit du domaine de la recherche, soit impossible à appréhender. Il faut trouver des moyens. Donc, il y a au moins 3 dimensions dans la notion de la charge de travail. Nous avons, excusez-moi, hein. Oui, Salman. Je suis en train de... J'ai commencé. Pour le moment, je n'ai pas de problème. Merci. C'est mon assistant, donc, on a une composante physique. C'est là, c'est la production, c'est là le fait de manipuler des objets, de porter les gestes et postures à adopter, etc. Il y a une charge, comme vous venez de dire, cognitive. Certaines disent charge mentale aussi. Là, c'est tout ce qu'il faut mémoriser, anticiper pour la décision, faire des choix, ce à quoi il faut être attentif, c'est-à-dire la mobilisation des ressources attentionnelles. Les solutions, trouver des solutions aux problèmes. Ça, on est dans le domaine cognitif ou dans le domaine mental de façon générale.
On a aussi une autre charge dont on n'a pas parlé un instant, c'est la charge émotionnelle aussi, ou la charge affective, c'est-à-dire ce qu'on doit supporter, ce qu'on doit endosser, ce qu'on doit cacher, ce qu'on doit feindre pour ne pas le montrer aussi. On fait semblant d'être bien, alors que ce n'est pas vrai. Il y a une souffrance sous-jacente. Donc, il y a ces trois composantes dans la charge de travail que vous devez retenir, la charge physique, la charge cognitive et la charge émotionnelle. Il faut quand même préciser que les deux dernières dimensions, en l'occurrence la charge cognitive et la charge émotionnelle, peuvent être qualifiées de psychologique ou de mentale. Donc généralement, quand on vous dit charge mentale ou charge psychologique, ça comprend aussi bien la charge cognitive que la charge émotionnelle, puisque dans le fonctionnement mental, ces deux fonctionnements se font en même temps. C'est ce que nous allons aborder quand on fera la conférence sur l'astreinte mentale du travail, liée au travail. D'accord? Donc, on a physique, cognitive et émotionnelle. Les deux dernières, c'est une charge psychologique, on l'appelle communément charge mentale. Donc, comme on vient de le dire, que tout travail ou toute activité humaine implique à la fois une certaine activité physique de l'organisme et une certaine activité mentale. Je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui nous rejoint. Effectivement, on a Sohir Meddah. Bonjour. Bonjour. Ne nous entend pas? Hein, c'est pas grave, on continue. Est-ce que vous voyez le diaporama ou pas? Oui. Oui. Mais le diaporama ou les diapos? Moi, je pense que je vais refaire à chaque fois. Et c'est tout. Hein. J'espère que c'est le dernier à suivre. Nous y voilà. Donc, tout le monde... Non, j'ai toujours le... Vous avez le diaporama ou pas? Oui. Le diaporama, carrément. Moi, j'ai la dia avec les trucs sur le côté. Oui, vous avez la dia. Vous n'avez pas... OK. Vous n'avez pas le... Je reprends. C'est ça la contrainte. Je partage. Vous l'avez maintenant la dia? Non. Ah bon? Non, tout à l'heure, on avait le diaporama. Vous avez le mode diaporama, vous? Non. Depuis tout à l'heure, c'est pas normal. Ah non. Mais c'est pas grave, professeur, Ok, on je arrive vois. à voir. La maliche, on va essayer quand même, sinon je vais appeler. Où est la diapo? On va dire. Comment il a fait la dernière fois pour que je l'ai. Je vais l'appeler tout de suite. Là, vous ne voyez pas. Si, la voici. Je la partage. C'est plus grand que tout à l'heure, en principe. Non, j'arrive pas à voir le diaporama. Diaporama, c'est comme ça. Anna. En bas de l'écran, à droite. Vous pouvez la zoomer. Ouais. Il est à 63. Je ne comprends rien. On peut suivre comme ça, professeur, il n'y a pas de mal. C'est lisible. De l'organisme et aussi, en parallèle, une certaine activité mentale. Donc, aussi bien les mécanismes cognitifs que les mécanismes physiologiques du travail, ce sont des mécanismes qui sont constamment intriqués. Nous ne pouvons pas séparer le cognitif du physique. Donc, quand le travail est manuel, il y a toujours une composante mentale, au sens où il requiert un traitement de l'information. On l'a dit tout à l'heure, l'opérateur manuel va prélever des indices sur les objets à traiter, il va organiser l'action de la manutention ou du déplacement d'un objet. Donc, la notion de travail mental, de la même façon, ne s'oppose pas du tout à celle du travail physique, mais elle vient plutôt de compléter.
Donc, il n'y a pas de séparation nette, il n'y a pas de frontière franche entre le travail physique et le travail mental. On a dit, on qualifie un travail physique qui désigne les tâches dans lesquelles les composantes physiques sont particulières ou plutôt prédominantes. Et on qualifie de travail mental toutes les tâches dans lesquelles les traitements de l'information sont plus complexes ou prédominants par rapport aux efforts physiques. Donc, la charge physique, tout comme la charge mentale, sont plutôt des sous-ensembles de la charge de travail. Qui dit charge de travail, c'est la charge physique et la charge mentale et la charge cognitive qui comprend aussi la charge affective. D'accord? Allô? Oui, on vous Très entend. bien. Donc, la charge de travail, vous avez dit tout à l'heure que c'est des efforts. La charge de travail pour vous, c'est l'effort. La charge de travail, vous avez raison, c'est l'effort, d'accord, puisqu'elle désigne l'effet d'un travail sur l'homme, c'est-à-dire un mot qui le mot effort, ce sont les astreintes. Donc, charge de travail, c'est l'astreinte qui résulte d'un travail à caractéristique contraignante. Donc, la charge de travail, c'est la réponse de l'organisme, c'est l'astreinte qu'il ressent ou qu'il dépense pour pouvoir faire face aux contraintes liées à la réaliser. La charge de travail sera le rapport entre les ressources de l'individu par rapport aux contraintes. D'accord? La charge de travail, les contraintes par rapport aux ressources. Si j'ai les ressources qu'il faut, la charge de travail va être normale, je peux. Par contre, si les contraintes sont trop importantes par rapport à mes capacités, eh ben, la charge de travail que je vais percevoir serait plutôt pénible, je vais m'épuiser rapidement. D'accord? C'est pour ça qu'au niveau d'ergonomie, on utilise deux termes. On utilise ce qui revient à la tâche, ce qui revient aux utilisations du sujet sur sa capacité de travail. Allô? On vous Oui, il y a écoute très des mal, coupures. professeur, c'est des coupures. Coupure. Il y a des coupures à chaque fois, on vous entend. Il y a un problème de connexion. Oui, il y a un problème de connexion. Je l'avais compris. Je vais voir, je vais faire avec l'autre. Généralement, quand on parle de charge de travail, soit on veut dire la quantité de travail à faire, ou bien les difficultés de sa réalisation. On ne fait pas de distinction à ce qui revient à la tâche et ce qui revient à la dépense ou à l'astreinte. Mais en ergonomie, il faut faire la différence, ça vous devez le garder, entre le niveau d'exigence de la tâche et du degré de mobilisation du sujet, c'est-à-dire l'astreinte. C'est ce qu'on appelle la charge de travail. D'accord? Allô? C'est bon? Vous faites la distinction entre le niveau d'exigence de la tâche, ce sont les contraintes, et les astreintes ou la capacité de travail qu'investit le sujet dans sa tâche, qu'on appelle la charge de travail. Donc la charge de travail, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est uniquement les efforts, le coût. D'accord? Le coût physique ou mental. Oui. Physique. Le niveau d'exigence, on peut le définir comme étant les objectifs et ou bien les contraintes. Par contre, la charge de travail va se définir en référence à l'activité, c'est-à-dire le degré de mobilisation, que ce soit physique ou cognitif, en fonction de la tâche du sujet. Donc, tout sujet, nous avons tous une capacité de travail. Mais cette capacité de travail est partagée en deux. Vous avez la capacité opérationnelle, c'est une capacité qui est relative au travail, plus la capacité de réserve, qui est là, disponible juste pour un effort supplémentaire ou pour des situations imprévues. C'est-à-dire que nous devons dépenser dans notre travail sur les 8 heures que la capacité opérationnelle. Si vous faites appel à votre capacité de réserve, vous allez tenir un temps, mais vous allez vite tomber dans l'épuisement. On parle d'un régime de crête, si vous voulez. Donc, le travail normal, s'il doit être accepté sur les 8 heures, ne doit absorber
qu'une fraction plus ou moins importante de cette capacité de travail. Donc, c'est de la capacité opérationnelle. La capacité de réserve, on peut la garder pour certains moments. D'accord? Prenons l'exemple d'un travail musculaire. Là, la tâche, il s'agit de monter, de descendre d'un banc à une certaine cadence pendant un certain temps. Ça, c'est la tâche. Si vous voulez parler de niveau d'exigence de la tâche, il s'agit de monter, il s'agit de descendre. Ça va dépendre de la hauteur du banc, parce que monter et descendre sur un banc qui fait 10 cm, 15 cm, 20 cm, le niveau d'exigence n'est pas le même. Vous êtes d'accord? Il s'agit aussi de la cadence. On monte et on descend toutes les 5 minutes, on monte et on descend toutes les secondes, c'est différent. Il y a aussi un autre critère du niveau d'exigence, c'est la durée de l'épreuve. Si je monte et je descends pendant 5 minutes, c'est un niveau d'exigence. Si je monte et je descends pendant 1 heure, c'est un autre niveau d'exigence. Et là aussi, il y a la cadence et la hauteur du banc et le nombre de fois où je vais devoir monter et descendre. Ça, c'est le niveau d'exigence qui pourrait être considéré comme élevé, moyen ou plutôt léger. La charge de travail, quant à elle, c'est tout ce que je dépense, tout ce que mon organisme va dépenser dans le métabolisme. Donc, ça pourrait être la quantité d'acide lactique, ça pourrait être la quantité d'oxygène consommé, ça pourrait aussi être les variations de l'électromyogramme, puisque le muscle va devoir travailler pour pouvoir monter et descendre ce banc. Il y a aussi la durée de récupération. Plus la tâche est pénible, plus la durée de récupération va être longue. Courte. Vous êtes d'accord? Longue, oui, pardon. Oui. Ah, plutôt, oui, longue, pas courte. Je récupère rapidement si je n'ai pas fait trop d'efforts. Mais si je fais trop d'efforts, ça va me demander plus de temps. Et toujours par rapport aux critères individuels. Il y a la différence entre un homme, une femme, entre une personne qui a 25 ans et une personne qui a 70 ans. On est d'accord. Donc, ce qui est à charge, c'est l'effort que je fournis. C'est ce que je dépense par rapport à un niveau d'exigence de la tâche. Vous avez compris? Oui. Oui. Très bien. Dans le travail intellectuel, par exemple, il s'agit d'effectuer une série d'opérations arithmétiques. Le niveau d'exigence de la tâche, c'est quoi? Ce sera le nombre d'opérations, le type d'opération, ce sera le temps disponible, ça va être les outils disponibles. Si vous avez une calculatrice ou si vous faites un calcul mental, ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord? Il y a des opérations qui sont très simples et des opérations qui sont complexes. Et c'est cette complexité qui va faire que la charge par rapport à ces opérations arithmétiques sera différente. La charge de travail, comment je pourrais l'apprécier? Sur l'exactitude des résultats. Si la personne s'est trompée, bon, ça pourrait être une personne qui ne sait pas, qui n'est pas qualifiée, qui n'a pas l'habitude. Mais même pour une personne qui a l'habitude, si vous rendez les opérations trop complexes, le nombre d'erreurs va être un signal d'alerte sur la surcharge cognitive. Il y a la capacité à effectuer une autre tâche en parallèle. C'est ce qu'on appelle aussi la technique de la tâche ajoutée ou la deuxième tâche. On en parlera quand on fera la strate liée au travail mental. Donc ici, si j'ai beaucoup d'erreurs dans les opérations arithmétiques, ça veut dire que mon cerveau a trop fonctionné, il est dépassé, il n'arrive pas à me donner des résultats exacts. Si par contre, je peux faire quelque chose en partie, ça veut dire que la tâche a absorbé une partie seulement de ma capacité opérationnelle et j'ai de la capacité de réserve pour d'autres tâches. Si je suis concentrée sur ça et que je ne peux rien faire d'autre, ça veut dire que le cerveau est absorbée par cette tâche, ça veut dire qu'elle va avoir un coût très important pour le cerveau. Ça, c'est pour la charge mentale. La charge physique, par contre, nous avons parlé du quantité d'acide lactique, de la consommation d'oxygène, du travail musculaire qu'on pourra apprécier via l'électromyogramme et le CG aussi, la durée de récupération. Gardez ça en tête puisqu'on y reviendra. Maintenant, il faudra vraiment définir la charge de travail telle qu'elle est dans l'ergonomie. Si nous prenons Monod et Lille qui ont beaucoup travaillé, ils ont proposé un essai de définition. Ils définissent le poste de travail, ils définissent le terme charge de travail qui est réservé à d'autres choses. Le terme poste de travail pourrait être réservé pour désigner les contraintes, comme on vient de le voir, qui s'exercent sur le travailleur à un poste donné. Donc, poste de travail, c'est pour ça qu'en nous faisant des études de poste, c'est pas pour rien, c'est pour justement retrouver ces fameuses contraintes. Donc, il faut recueillir un maximum de détails, mais qui sont indépendamment de l'opérateur.
C'est-à-dire, ça, c'est le poste de travail. Que ce soit Hamoud ou Mohamed ou Bou'alam, peu importe. Ou la Fatiha. Donc, le poste de travail, nous devons le décrire avec un maximum de détails pour justement identifier ces fameuses contraintes. Le poste de travail comprend les éléments de complexité variés qui constituent autant de facteurs de charge de travail. C'est-à-dire, le fait d'identifier ces contraintes, vous allez identifier les facteurs qui vont intervenir dans l'estimation de la charge de travail. Mais le terme charge de travail doit être réservé à l'ensemble des réactions de l'homme au poste de travail. Donc, c'est les astreintes, c'est la réponse de l'organisme, c'est la réponse du corps et du cerveau par rapport à un niveau d'exigence de la tâche ou là, un ensemble de contraintes. Donc, la charge de travail résulte des contraintes de travail, mais aussi, il ne faut pas oublier les autres contraintes auxquelles le travailleur est soumis en tant qu'opérateur, en tant qu'homme, parce qu'il y a des facteurs qui sont en rapport avec le poste de travail, il y a des facteurs qui sont en rapport avec l'environnement professionnel et avec l'environnement extra-professionnel. Donc, le poste de travail reste le facteur essentiel dans l'analyse des facteurs de la charge de travail, mais attention, il faut envisager les autres contraintes qui sont indépendantes des impératifs de production de l'entreprise pour faire une réelle évaluation de la charge de travail. Donc, dans l'étude de poste, c'est pour ça qu'on envisage l'activité en elle-même, ce que fait le travailleur, les objectifs qu'il doit atteindre. Mais dans l'étude de poste, nous prenons aussi les ambiances de travail, par exemple, y compris l'ambiance psychosociale, c'est-à-dire l'environnement psychosocial, et même les caractéristiques de l'entreprise au sein de laquelle s'établissent les nombreux rapports humains. C'est-à-dire, quand on étudie le poste, on n'étudie pas seulement la tâche qu'il fait, mais on va au-delà, puis aborder les ambiances de travail. Viens, s'il te plaît, j'arrive pas à projeter le diaporama. C'est pour ça qu'ils sont. Vous êtes là? Oui. Ok. Donc ça, c'est le poste de travail. Nous devons aller au-delà de l'activité pour prendre tout l'environnement professionnel. D'accord? Donc, quel que soit le poste considéré, la tâche met en jeu à des degrés divers les facultés aussi bien motrices, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la composante physique, sensorielle et mentale. Donc, il y a la charge mentale ou la charge cognitive ou la charge cognitive qui est une charge sensorielle, c'est la mobilisation de la vue, de l'audition et d'autres sens, et la charge mentale qui a aussi la composante affective. C'est pour ça que dans l'analyse des facteurs de la charge de travail et de l'activité, on distingue deux descriptions. On a la description qualitative. C'est avec ça que nous travaillons au quotidien pratiquement. On décrit en termes de déplacement du corps, des mouvements, ce que fait l'opérateur à son poste de travail, notamment aussi la prise d'information, prise de décision, une réponse motrice. C'est ce qu'on fait dans nos études de poste. On décrit l'activité. Mais on va aussi dans la description quantitative quand nous avons des grilles d'évaluation ou là des équipements d'évaluation pour justement tenir compte de la répartition des activités dans le temps. Donc, on est dans une estimation ou dans une analyse quantitative où on va préciser la fréquence des opérations, leur durée, les horaires et le rythme du travail. Là, on est juste dans le descriptif. Voilà ce que fait l'opérateur. Il rentre, il est au vestiaire, il se change, il va à l'usine, il est face à sa machine, il l'allume, etc. Ensuite, on passe parfois on s'arrête dans le descriptif, à la fréquence des opérations, la durée, les horaires et le rythme de travail pour quantifier un peu le degré de ces contraintes en rapport avec l'activité. Nous prenons aussi en compte les facteurs d'ambiance environnementaux, notamment l'éclairage, le bruit, l'humidité, l'ambiance thermique, etc. Nous prenons en compte pourquoi ce sont des facteurs qui vont s'ajouter et interférer avec l'activité. D'accord? Donc, c'est des facteurs, ce sont des contraintes à prendre en considération dans l'estimation de la charge de travail. Il y a aussi le facteur qu'on a ambiant, qui est le climat psychosocial au poste de travail qui doit être souligné. Cette partie, nous l'aborderons dans les risques psychosociaux tels que la motivation, la fatigue subjective, l'augmentation de la charge mentale, la souffrance au travail, le stress, le burn-out, etc.
Donc, après, il y a l'entreprise qui est à prendre en compte. Nous avons pris en compte l'activité, nous avons pris dans l'étude de poste, nous avons pris aussi les ambiances, mais là, il faut prendre aussi en considération la situation de travailleurs dans l'entreprise, de par les rapports qui s'établissent entre les différents travailleurs et le partenaire social, le patron de l'entreprise, etc. Pourquoi? Parce que c'est cette position du travailleur dans l'entreprise qui va un petit peu moduler le climat psychosocial. Il y a d'autres contraintes extra-professionnelles qui doivent être prises en compte et actuellement, c'est vraiment à la une puisqu'on parle de qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail ne se contente pas d'évaluer ces contraintes et de dire non, c'est contraignant pour le travailleur, mais d'aller au-delà puisqu'on va les transports, la durée du déplacement, et parfois c'est plusieurs heures par jour, et ben, le résident de Tizi qui vient sur Alger, il y a pour la conférence, mais qui m'a dit, ou la par exemple. Donc, c'est un critère à prendre en charge. Il y a aussi la récupération après le travail. Est-ce que chez lui, il pourrait vraiment se reposer ou pas? D'accord? Ensuite, il y a les contraintes familiales qu'il faudra prendre en considération dans nos évaluations de la charge de travail. Il y a aussi les activités extra-professionnelles. Il y a évidemment les passe-temps, le sport, etc., qui sont bien pour l'équilibre psychologique de l'individu, mais qui peuvent être aussi des facteurs de fatigue supplémentaires. Il y a aussi les activités extérieures que les personnes font au noir et qui nous cachent, qu'il faudra un petit peu le faire révéler pour nous expliquer pourquoi cet opérateur n'est pas bien à son poste de travail. Donc, dans l'analyse de l'aménagement du poste de travail, il est toujours nécessaire de revenir à la personne, de revenir à l'individu. Au-delà de l'opérateur, il faut l'apprécier dans son contexte familial, dans son contexte social, pour pouvoir affiner et poser un diagnostic de situation le plus proche de la réalité. C'est pour ça que nous parlons de notion de charge relative de travail. C'est-à-dire, en plus des facteurs et des contraintes que vous allez identifier au poste de travail, il y a d'autres contraintes qu'il va falloir prendre en compte. Il y a d'autres facteurs aussi qui sont individuels, ce sont les facteurs constitutionnels qui peuvent être limitants, comme l'âge, le sexe. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, même dans le même genre, l'âge, l'état de santé, d'accord? Donc, la capacité physique est différente d'un individu à un autre. Le développement staturo-pondéral reste essentiel dans l'aptitude au poste de travail. Pourquoi? Parce que de ces dimensions moyennes, de l'anthropométrie et des différences ethniques, que nous pouvons dire que ce travailleur peut occuper ce poste ou pas, puisque vous prenez en compte ces facteurs constitutionnels. Il y a évidemment le facteur apprentissage et entraînement. S'il y a de longues années d'expérience, même si c'est lourd comme travail, ce sont des facteurs qui permettent de développer de la capacité physique et de la capacité individuelle. Ce sont des facteurs qui conditionneront une vie harmonieuse et vont faciliter cette adaptation. Une personne qui connaît bien son métier, même si elle avance dans l'âge et elle perd un peu en matière peut-être de capacité cognitive, mais elle gagne puisqu'elle a des schémas de fonctionnement qui sont routiniers. Donc, du coup, elle se fatiguera moins. Mais c'est des facteurs à prendre en compte. Il y a évidemment les facteurs limitants, comme le vieillissement. D'accord? Il y a aussi l'état de santé. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont interférer dans la charge de travail, que ce soit la charge de travail physique ou la charge de travail mentale ou la charge de travail globale. Donc, on a dit tout à l'heure que c'est le rapport entre les sollicitations et les capacités de l'individu. Les sollicitations ou les contraintes sont en rapport avec la tâche, sont en rapport avec l'aménagement du poste de travail, sont en rapport aussi avec l'environnement, aussi bien physique que psychosocial, sans oublier les facteurs extra-professionnels dont je vous ai parlé. Les facteurs relatifs au travail, c'est les capacités de l'individu qui sont fluctuantes aussi, en fonction de son état fonctionnel, en fonction de son âge, ce qui est en jaune, en fonction de sa personnalité, en fonction de sa compétence et de sa motivation. Donc, ce sont ces différents facteurs qui vont faire moduler ce rapport sollicitation aux contraintes astreintes ou sollicitation capacité vers une charge de travail qui est supportable et une charge de travail qui ne l'est pas. Voilà un petit peu les composantes de la charge de travail, que ce soit la charge physique ou la charge mentale, et je reviendrai sur ce schéma quand on fera la charge mentale. Donc, il est primordial de rappeler que l'homme au travail doit être envisagé comme une unité psychosomatique. Je vous ai dit, il ne s'agit pas
seulement d'un opérateur. C'est une unité, c'est un corps, c'est de la psyché aussi, d'accord? Et c'est quelqu'un qui s'inscrit dans un contexte social. Donc, il y a ces trois composantes. Une composante sociale, une composante psychologique et une composante plutôt somatique. Donc, il faut garder à l'esprit que quand vous abordez l'opérateur humain, vous devez l'aborder dans sa globalité. Sa dimension physique, psychique et sociale. Et c'est pour ça que quand on fait des évaluations de la charge de travail, comme on va le voir dans le Karatek, il va prendre en considération ces trois composantes. Ce n'est pas une machine mécanique, c'est un être humain qui a un fonctionnement psychique bien particulier et qui a un besoin de s'inscrire dans un collectif de travail. Donc, c'est complexe quand vous faites une analyse de la charge de travail. Si vous devez faire des mémoires l'année prochaine, et si vous allez vers l'évaluation, vous allez voir qu'il y a une multitude de critères que vous devez prendre en compte pour pouvoir aboutir à des résultats qui sont plus complets. D'accord? Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Donc, il y a plusieurs composantes, plusieurs facteurs qui vont moduler cette charge de travail, c'est-à-dire la réponse de l'organisme. On sait bien une réponse physique, une réponse mentale, qu'une réponse affective. Tout cela va moduler la charge de travail en la rendant plus pénible ou au contraire en la rendant plus supportable. Donc voilà pour les facteurs de la charge physique. C'est les mêmes facteurs que pour la charge mentale, puisqu'on avait dit on n'a pas de limite claire entre ce qui revient en physique et ce qui revient au mental. Maintenant, qu'en est-il de la quantification de la charge de travail? Et nous allons parler de la quantification de la charge physique surtout. Hein. Donc l'étude ou l'évaluation du poste de travail, comme on l'a vu à l'instant, nous intéresse en premier lieu en tant que médecin du travail. Et on s'intéresse à l'étude de ces postes de travail et à leur évaluation pour clarifier les notions d'aptitude au poste de travail, aussi leur amélioration. C'est ce qui nous permet de décider d'un avis d'aptitude ou de le restreindre ou plutôt de donner une inaptitude. Mais aussi quand on trouve que c'est quand même assez contraignant pour la majorité des travailleurs, eh ben c'est un poste de travail qu'il va falloir améliorer. C'est dans cette optique que nous faisons l'évaluation de cette charge de travail. Ça nous permet d'avoir des critères d'aptitude au travail et ça nous permet, si on pose le diagnostic d'une charge de travail pénible, que ce soit mental ou physique, il faudra voir quelles sont les composantes sur lesquelles on devrait intervenir pour l'alléger. C'est pour ça que nous allons le plus possible vers la quantification, au-delà du descriptif. Il est donc nécessaire de quantifier cette charge de travail. Et là, il faut choisir des indicateurs de cette charge en analysant le travail ou en analysant le poste avec un profil ergonomique de ce poste. Et là, on a le choix entre les méthodes subjectives, et là, c'est l'interrogatoire du travailleur lui-même sur ses conditions de travail, où nous allons recueillir la charge de travail perçue par le travailleur. Et si c'est l'ensemble des travailleurs, la majorité qui perçoit que cette charge est pénible, eh ben, il faudra quand même les croire. Maintenant, s'il y en a qu'un qui se plaint, il faudra comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y a d'autres composantes qui sont en rapport avec les autres, la charge relative de travail, comme on l'a dit tout à l'heure, soit des problèmes extra-professionnels ou peut-être des problèmes relationnels. Donc, pour quantifier la charge de travail, nous avons dit, elle repose sur le recueil de 5 types d'informations. La première, c'est quelles sont les aptitudes physiques et mentales du travailleur pour ce poste. Que fait le travailleur à un instant précis? Comment le fait-il? Quelles sont les postures qu'il maintient? Quels sont les gestes plutôt nécessaires pour quel est le coût physiologique de cette tâche? Et comment le travailleur perçoit-il cette situation de travail? C'est pour ça que nous faisons des observations sur le terrain, mais nous avons aussi des questionnaires pour interroger ces personnes. C'est du subjectif, oui, mais c'est très important de recueillir le perçu, comment est vécue cette charge de travail. Donc, nous allons passer aux indicateurs physiologiques de la charge physique, puisque nous avons parlé d'une façon générale sur les composantes de la charge de travail et la nécessité de les quantifier. La charge physique, pour le principe de base, donc, tel que son nom l'indique, charge physique, ça vous envoie au travail musculaire, c'est ça.
Et là, dans le travail ou dans les activités physiques, vous avez deux composantes. Nous avons des activités dynamiques et des activités statiques, ou des efforts dynamiques et des efforts statiques. Le dynamique, c'est quand on bouge, donc c'est les gestes, les déplacements, avec ou sans port de charge. Et tout ce qui est statique, ce sont les efforts qui sont nécessaires pour maintenir les postures. On est d'accord. Après, dans les séquences de travail, il y a des séquences qui sont plus dynamiques que d'autres, d'autres qui sont plus statiques que d'autres. Donc, la charge physique nous renvoie à la dépense énergétique. On pense aux besoins du muscle au travail. Donc, le travail physique, c'est la contraction du muscle. Donc, c'est une consommation du glucose, comme vous le voyez ici. C'est une consommation de l'oxygène. Et aussi l'évacuation de l'acide lactique, du CO2, etc. D'accord? Donc, c'est cette énergie dépensée pour refléter donc la charge physique. Vous êtes d'accord? Coucou, vous êtes là? Oui, oui. Je parle. Donc, qui dit charge physique dit dépense énergétique. On répense aux besoins du muscle. Qui dit dépense énergétique, c'est en watts. Donc, ça pourrait être évalué en voyant la consommation d'oxygène. D'accord? Par les rejets aussi, du CO2. Par les rejets de l'acide lactique. Si j'ai trop de CO2, c'est que le travail a trop, le métabolisme accru. Donc, il y a beaucoup de travail. Vous êtes d'accord? C'est lactique, pareil. Donc, dans les efforts dynamiques, comme vous le savez, c'est l'alternance des contractions musculaires avec de la relaxation. Donc, ça permet les échanges. Dans les efforts statiques, malheureusement, le muscle est figé et donc il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc, il y a accumulation d'acide lactique, de CO2. C'est pour ça que nous voulons au poste de travail qu'il y ait une alternance, qu'il y ait des efforts dynamiques beaucoup plus que les efforts statiques. Même rester assis sur son bureau, c'est délétère pour la santé. D'accord? Puisque nous avons cette histoire de concentration d'acide lactique in situ et de calcification à distance. Donc, les risques liés à l'activité physique, vous les connaissez, vous avez fait les TMS. Donc, ça va dépendre de la répétitivité des gestes, donc atteinte musculaire, articulaire. Ça pourrait être du maintien prolongé de postures contraignantes. Ça va entraîner, comme on l'a dit tout à l'heure, des troubles musculo-squelettiques. Ça pourrait être aussi des efforts de manutention. D'accord? Ou bien des déplacements. Voilà pratiquement les différentes composantes qu'on observe pour la charge physique. Maintenant, quel est le choix et quelle est la validité des indicateurs physiologiques concernant la charge physique? Donc, le choix, pour choisir un bon indicateur, il faut vraiment qu'on réfléchisse par rapport aux différents éléments suivants. C'est-à-dire que nous devons connaître le fonctionnement de l'homme au plan physiologique pour pouvoir interpréter les résultats de charge obtenus. Nous devons connaître d'une façon détaillée un poste de travail. Vous ne pouvez pas évaluer une quelconque charge de travail, qu'elle soit physique ou mentale, si vous n'avez pas fait une observation ergonomique du poste de travail. Il faut bien connaître aussi l'entreprise pour pouvoir voir un petit peu quelle est la situation dans cette entreprise, notamment en matière de climat psychosocial. Il faut aussi avoir des connaissances médicales sur le travailleur, son état de santé, son âge, etc. Donc, un bon indicateur physiologique doit être validé. D'accord? Il faut qu'il soit fiable. Il faut qu'il soit interprétable. Pour être fiable et interprétable, il faut que ce soit un indicateur qui a été validé par des recherches, qui est fidèle, qui ne fluctue pas, qui est spécifique, c'est-à-dire qui cible, si vous faites de la charge physique, et bien c'est la charge physique, qu'il soit sensible aux variations. Ça, c'est des critères de choix des indicateurs en général, pas forcément physio. Un bon indicateur doit être fiable et interprétable. C'est pour ça qu'il doit être validé, qu'il doit être fidèle, c'est-à-dire reprendre les résultats tels quels, qu'il doit être spécifique, qu'il ne mesure pas plusieurs choses à la fois et qu'il doit être sensible s'il y a de la variabilité. Et il est entendu aussi que la mesure biologique ne doit pas apporter une gêne trop importante et ne pas influer sur les déroulements des opérations étudiées, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. C'est-à-dire, dans l'idéal, pour nous, médecins du travail, nous ne devons ni gêner la marche de l'atelier, ni ralentir la production, ni provoquer des réactions défavorables à l'intérieur de l'atelier ou de l'entreprise, sinon ça va biaiser votre recherche sur la charge de travail, notamment la charge physique. Donc, on peut étudier le travail physique ou la charge physique d'une manière globale en observant l'activité motrice de l'individu, comment il est en train de mobiliser ses muscles, ou bien d'une façon plus sélective s'il y a en allant vers des fonctions physiologiques qui vont se modifier au cours du travail.
Commençons par le travail moteur ou l'activité motrice. L'observation de l'activité motrice de l'homme au travail, là, ce sont les physiologistes qui ont beaucoup plus travaillé sur ça. Donc, on va distinguer l'observation directe, et l'observation et l'instrumentale, d'accord, de l'activité motrice. L'observation directe, on va essayer de voir l'activité musculaire dans son ensemble, les caractéristiques de contraction, l'intensité apparente du travail. Donc, on va étudier la masse musculaire qui est mise en jeu d'une façon plus ou moins importante, qui va permettre de distinguer le travail musculaire local, où il y a une mise en jeu d'un groupe musculaire, du travail musculaire général, notamment pour le maintien des statures. Donc, l'activité motrice, de la même façon, va permettre de définir ces intensités. C'est pour ça que selon le Scherrer, il détermine pour cette activité motrice 3 régimes. Nous avons un régime de crête, un régime critique et un régime de croisière pour l'activité motrice. Donc, le régime de crête, c'est quoi? C'est une activité maximale réalisable seulement pendant un temps assez bref. Même dans la cardio-fréquencemétrie, nous parlons de la fréquence de crête. C'est-à-dire, c'est une accélération de la fréquence cardiaque, mais qui peut être tolérée un petit moment, peut-être 5 minutes. D'accord, vous ne pouvez pas travailler sur les 8 heures sur votre régime de crête. Le régime critique, là, c'est une activité maximale, mais qui n'est pas susceptible d'entraîner de la fatigue comme le régime de crête. Par contre, le régime de croisière, c'est plus cool. C'est une activité qui est inférieure à celui du régime critique et elle peut être maintenue sur les 8 heures. Ça, c'est pour l'activité motrice. Donc, et pour recueillir justement ces différents régimes, nous pouvons faire appel à l'observation instrumentale. Et quand nous faisons des observations ergonomiques, nous avons comme alliés les appareils photo ou les caméras. Vous filmez l'individu, l'opérateur à son poste de travail. Sinon, on peut faire aussi l'analyse électromyographique qui va nous recueillir les contractions musculaires. Donc, ces différents moyens vont nous permettre d'identifier les muscles qui sont actifs et avec certitude et de préciser et de quantifier les contraintes musculaires si vous voulez aller vers l'évaluation de l'activité motrice. Donc, on a l'observation par photo ou par film pour voir un petit peu les contraintes musculaires, les gestes, etc. et l'analyse électromyographique. La première est à notre portée, la deuxième, beaucoup moins, c'est de la recherche. D'accord? Il faut être équipé. Vous me suivez? Oui. OK. Nous allons voir, en dehors de l'activité motrice, les grandes fonctions physiologiques qui vont changer ou qui changent en fonction de l'exercice musculaire. Quand je fais de l'exercice, il y a des fonctions physiologiques qui se modifient. Vous êtes d'accord? Nous avons le rythme cardiaque, la pression sanguine, le débit cardiaque, la ventilation pulmonaire, la consommation d'oxygène, la température du corps, les pertes hydriques et la dépense énergétique. Ce sont autant de paramètres qui pourraient nous donner une idée sur la charge physique. Vous êtes d'accord? Quand je cours ou quand je soulève, le rythme cardiaque va s'accélérer, la pression sanguine va… Pourquoi? C'est pour répondre aux besoins des muscles, aux besoins énergétiques des muscles, parce qu'ils doivent se contracter, ils doivent fournir des efforts, et pour ça, il faut que le cœur ramène du sang, il faut que le poumon respire et ramène de l'oxygène et rejette du CO2, et du coup, la température va augmenter, on va perdre aussi beaucoup d'eau puisqu'on va transpirer, donc on peut, selon ces fonctions physiologiques, appréhender la charge physique. Donc, tous ces éléments sont modifiés par l'exercice musculaire. Est-ce que tous ces éléments sont accessibles pour l'évaluation de la charge physique? Pas tous. Bon, la pression sanguine, oui, vous dites à la grande, mais ce n'est pas un facteur ce n'est pas un élément qu'on pourrait utiliser dans notre pratique. Par contre, le rythme cardiaque, oui, puisqu'on fait appel à la cardiofréquencemétrie. Dans les labos de recherche, la ventilation pulmonaire aussi. Après, on a déduit pour les dépenses énergétiques, la consommation d'oxygène, etc. Donc, en mesurant une ou plusieurs de ces variables pendant le travail, il est possible pour nous de déterminer l'effort physiologique et la charge de travail de la tâche déterminée. Donc, les grandes fonctions physiologiques qui peuvent évaluer la charge physique de travail, gardez cette plaque en tête, s'il vous plaît, parce que vous ne pouvez pas tout faire, mais vous avez la ventilation pulmonaire,
vous avez la consommation d'oxygène, vous avez la dépense énergétique. Ensuite, vous avez le rythme cardiaque. Les deux premières, vous ne pouvez pas les faire. Mais la dépense énergétique, il y a des échelles qui vont vous permettre, en fonction de ce que fait l'individu, de ce que vous avez observé, de situer sur ces grilles, est-ce que le travail est pénible ou pas. Ensuite, il y a le rythme cardiaque que vous pouvez aborder par la cardiofréquencemétrie. Donc, en médecine du travail, pour la charge physique, nous utilisons beaucoup plus l'électrocardiofréquencemétrie. Et on ne travaille pas beaucoup avec les dépenses énergétiques, mais on peut, avec les grilles qu'on a, voir un petit peu pour déterminer la pénibilité au poste de travail. Vous êtes là? Oui. Oui. Donc, je passe rapidement sur la ventilation pulmonaire. Là, on utilise deux paramètres qui peuvent être mesurés en situation de travail, pas toujours d'une façon aisée parce qu'il faut être équipé. Et l'équipement, il est de recherche et l'équipement est lourd. Il n'est pas aisé de le faire dans l'atelier. Peut-être dans les labos de recherche, oui, mais mesurer le volume d'air ventilé, la consommation d'oxygène n'est pas toujours aisé sur le terrain. Mais néanmoins, ça se mesure. On mesure le volume d'air passant dans les poumons à un temps donné et on va analyser les gaz expirés pour en connaître la teneur en oxygène, etc. Donc, ce volume d'air est mesuré dans le système ambiant, d'accord, donc atmosphérique. Ensuite, on va le transformer dans le système du corps, donc BTPS, d'accord, à 37 degrés, etc. C'est des calculs complexes, comme vous le voyez ici. C'est pas la peine, si vous voulez lire ça, vous lisez. Sinon, sachez que le volume d'air ventilé nous donne une idée sur la charge physique. Et on a beaucoup d'appareils pour ça. Il y a le sac de Douglas, le respiromètre de Muller, l'anémomètre de Wright, qui vont vous permettre de calculer un peu, voilà, le pneumotachographe de Wolf. Vous voyez à quel point c'est contraignant d'utiliser ce type d'appareil en atelier. Donc, ils donnent directement le débit de l'air expiré, dont une partie est prélevée aux fins d'analyse pour connaître un petit peu la teneur en CO2 et en oxygène. Le volume d'air ventilé, on peut aussi l'approcher par la spirométrie, mais c'est ainsi que pour faire une spirométrie, ça prend 5 minutes, oui, c'est possible. Mais pour obtenir un état stable, c'est 1 heure au moins. Mais est-ce que vous pouvez approcher votre travailleur en lui laissant l'embout du spiromètre que vous avez dans les services pendant 1 heure? Ça devient intolérable, donc vous ne pouvez pas. Dans les laboratoires de recherche, oui, il y a des équipements pour ça. D'accord. Il y a aussi la consommation d'oxygène, qui est égale, comme vous le voyez, au produit du volume d'air ventilé. Donc, à partir du volume d'air ventilé et la fraction d'oxygène utilisée dans l'air inspiré, nous pouvons déduire la consommation d'oxygène qui est là ici, le VO2. Donc, c'est le volume d'air expiré et la fraction d'oxygène, puisqu'il sera analysé. La consommation d'oxygène, c'est aussi un paramètre indirect pour nous donner une idée sur la charge physique. Donc, voilà les différentes formules pour arriver à la consommation d'oxygène. La dépense énergétique aussi, elle est importante à connaître. Comme on sait qu'il y a une corrélation élevée entre la dépense énergétique et le débit ventilatoire, ça va entraîner, donc la dépense énergétique peut être déduite du débit ventilatoire. D'accord? On va quand même insister sur le fait que cette estimation de la dépense énergétique à partir de la ventilation pulmonaire, elle n'est pas très fiable en tenant compte des variabilités intra-individuelles d'abord et inter-individuelles. Donc, ce n'est pas toujours fiable. C'est pour ça qu'on calcule la capacité aérobie maximale. Ça, c'est important dans les grilles qu'on a. Donc, il calcule la quantité d'oxygène consommée maximale qui permet un travail maximum en état constant, qui est assez quand même contraignante. Donc, la CAM, la capacité aérobie maximale, elle est fonction de l'âge du sujet, elle est fonction du sexe et du degré d'entraînement. On l'utilise beaucoup chez les sportifs. Elle est généralement prise comme référence pour déterminer la pénibilité d'un travail et elle permet de tenir compte des facteurs de variation individuelle puisqu'elle prend en compte l'âge, le sexe. Donc, certains auteurs proposent d'ailleurs des grilles. On qualifie le travail d'épuisance et la dépense énergétique est supérieure à la capacité aérobique maximale. C'est-à-dire qu'il est épuisant si on va dépenser plus que la capacité aérobique maximale. Donc, on ne peut pas maintenir cette activité plus de quelques minutes.
Le travail est considéré comme maximal en matière de dépenses, c'est la dépense énergétique qui est de 75 à 100%. Et les sauts maximales, c'est entre 50 et 75. Il est quand même intense, entre 25 et 50. Là, on peut maintenir sur les 8 heures. Il est qualifié de léger, c'est la dépense est inférieure à 25% de la capacité aérobique maximale du sujet. C'est comme ça qu'il classe les tâches de pénible à légères. Alors, le niveau de la dépense énergétique traduit directement l'intensité de la tâche qui est située entre le repos et le niveau maximal de la capacité aérobique maximale qui est de 12 à 20 kilocalories minute ici, suivant l'âge, suivant le sexe et le degré d'entraînement. Donc, le passage de l'état de repos à l'état de travail va nécessiter quand même une dépense énergétique plus importante et elle aura pour conséquence une augmentation de la combustion des aliments, comme vous le savez, de la mort en oxygène et de l'élimination du gaz carbonique. Donc, plus vous travaillez au plan physique, plus vous allez carburer. Et l'intensité, justement, des échanges énergétiques est évaluée par mesure de l'énergie correspondant à la quantité d'oxygène utilisée. On parle de calorimétrie indirecte respiratoire, toujours dans l'analyse des volumes expirés. Donc, en exprimant la dépense énergétique, on va tenir compte ou non soit du métabolisme de base, soit du métabolisme de repos. C'est comme ça que la classification des tâches professionnelles a été établie selon le profil énergétique du poste. Donc, on a des tables, notamment la table de Spicer, et on a aussi, mais attention, les tables, il ne faut pas trop se fier à elles, il faut prendre en considération qu'on a la variabilité intra-individuelle et inter-individuelle. D'accord? Et on a certains tableaux qui nous donnent, là je passe directement, je voulais passer à ça, voilà. Donc on a des classifications de diverses en fonction du métabolisme, le travail repos assis, ça a été calculé, hein. Le repos debout 120 et on qualifie le travail de léger, de moyen, de lourd et très lourd s'il me demande un métabolisme de telle intensité. C'est comme ça que j'ai, par exemple, travail de secrétariat, il est classé léger. Le travail soutenu des mains et des bras, tel que dans les opérations de clouage et de vissage, il est moyen. Pour le lourd, 410 watts, travail intense des bras et du tronc, manutention d'objets lourds, de matériaux de construction, par exemple. Le 520, par exemple, est considéré en watts, en métabolisme, il est très lourd. Travail très intense, le pelletage, par exemple, lourd, le creusage, montée d'escalier ou d'échelle, la marche très rapide, notamment une course de plus de 7 km par heure. Ce travailleur doit courir. Donc, c'est sur cette base de consommation énergétique ou de dépenses énergétiques que sont classées les tâches selon on a des grilles qui sont, il y en a beaucoup, hein, de grilles qui considèrent que la tâche est pénible, moins pénible, légère, moyen, lourd et très lourd. C'est pour classer la pénibilité des tâches. Vous pouvez vous aider en faisant appel à la cardiofréquencemétrie. Mais prenez attention, il y a des facteurs à prendre en compte, c'est la variabilité inter- et intra-individuelle. C'est bon? Vous êtes toujours là? Oui. On passe à la cardiofréquencemétrie. Par contre, ici, je voudrais que vous me suiviez bien, parce qu'il y a un TD et un TP, parce qu'il y a une partie que vous devez retenir dans cette conférence, c'est celle-ci. Donc, la cardiofréquencemétrie, nous avons vu que la fréquence cardiaque reflète la charge physique, si vous voulez. Donc, on a employé les critères énergétiques et les critères pulmonaires pour évaluer le poste de travail. Mais ensuite, c'est trop lourd, hein, les critères énergétiques et les critères pulmonaires sont lourds à prendre en considération. Rapidement, le critère cardiaque s'est imposé dans l'évaluation de la charge physique. À ce jour, c'est surtout l'évaluation de la charge physique se fait selon la cardiofréquencemétrie. D'accord? Donc, la fréquence cardiaque, actuellement, est un critère de charge de plus en plus employé, puisqu'on a vu que les critères énergétiques et les critères pulmonaires sont trop variables en fonction des besoins musculaires et énergétiques. Ils ne sont pas très fiables. Par contre, la fréquence cardiaque, bon, c'est assez fiable. Donc, nous utilisons la cardiofréquencemétrie. Pourquoi utiliser la cardiofréquencemétrie? Nous l'utilisons pour l'élévation de la charge cardiaque au poste de travail. L'évaluation, l'établissement d'un profil cardiaque sur l'ensemble des 8 heures de poste. On a besoin de voir s'il y a des séquences de travail qui sont plus ou moins pénibles. Et là, on devrait plutôt apporter des aménagements quand vous voulez, puisqu'on va étudier l'évolution du critère cardiaque, soit en fonction de l'aménagement et l'amélioration du poste.
Vous avez fait une évaluation avant, vous faites une évaluation après et vous allez voir si vous avez amélioré les choses. Vous pouvez utiliser aussi la cardiofréquencemétrie pour des personnes qui ont des problèmes cardiaques sous-jacents pour dépister des anomalies cardiaques, des troubles du rythme au poste de travail. Ça va vous aider pour l'aptitude. Et c'est un critère aussi de surveillance des cardiaques et des coronariens au travail et à la reprise d'une activité professionnelle. C'est bien d'avoir une cardiofréquencemétrie quand le médecin fait la garde ou l'infirmier. Quand je suis de garde, j'ai des précordialgies, j'ai ceci, cela. Donc, ça nous donne un critère plutôt objectif. Donc, afin d'identifier les facteurs déterminants en lien avec l'activité de travail, nous réalisons parallèlement à l'enregistrement de la fréquence cardiaque une étude détaillée des différentes activités. C'est-à-dire, vous allez avoir un tracé électrocardiographique, mais en parallèle, vous allez mettre l'observation. Au moment T, voilà sa fréquence cardiaque et il faisait ceci et cela. Donc, vous devez avoir le déroulé de votre observation ergonomique dans le temps, comme vous l'avez fait avec la cardiofréquencemétrie. Donc, la méthode des coups cardiaques. شبيني وش كاين؟ Donc, je vous ai dit, je démarre avec la détermination de la fréquence cardiaque de référence, donc de repos, et la fréquence cardiaque maximale théorique pour le sujet, avec cette formule d'Astran, 220 moins l'âge. C'est bon? C'est bon. OK. Donc, à partir des courbes de la cardiofréquencemétrie et le rendu de résultats, on va calculer différents indices. Donc, on va calculer au préalable la fréquence cardiaque de référence ou de repos, la fréquence cardiaque maximale théorique. Après, il faut que je calcule la fréquence moyenne durant l'activité ou là, durant les phases. D'accord. Vous êtes là ou vous êtes parti? C'est bon? Fréquence cardiaque moyenne. Et selon les auteurs, donc vous avez ici Rouba, pour les hommes, c'est 100 battements minutes et pour les femmes, 105 battements minutes. Chacun va donner des normes et des valeurs limites. Ensuite, je vais évaluer le coût cardiaque absolu moyen. Le coût cardiaque absolu moyen, c'est la différence entre la fréquence moyenne moins la fréquence cardiaque de repos. D'accord? Le coût cardiaque absolu. C'est la fréquence cardiaque moyenne moins la fréquence cardiaque de repos. Et on va considérer que le poste de travail est pénible, c'est le CCA moyen est supérieur à 30 battements minutes. Ne retenez pas que les concepts. Le coût cardiaque absolu moyen, la fréquence moyenne moins la fréquence de repos. Ensuite, il faut aller vers le coût cardiaque relatif au sujet. On n'est plus dans l'absolu, moyen. Donc là, je vais prendre le coût cardiaque absolu et je multiplie par 100, c'est un pourcentage, par rapport à la fréquence cardiaque maximale théorique, avec la formule d'Astran, d'accord, moins la fréquence cardiaque de repos. C'est comme ça que je vais déterminer le coût cardiaque relatif. Et ce coût cardiaque doit être inférieur à 30% sur la journée de travail. Sinon, il sera considéré comme étant pénible. Vous êtes là? Oui. Oui.
il y a des indices de crête, des pics, qui vont nous dire action, fin de la phase, ce n'est pas bon. Donc, la fréquence cardiaque de crête, le CCA de crête, le CCR de crête aussi, correspondent à la fréquence cardiaque maximale au cours d'une phase de travail. Ce n'est pas sur toute la phase. D'accord? Et on a des valeurs aussi de l'OMS. On a aussi la fréquence de crête au 99e percentile, à la fréquence cardiaque ou bien au coût cardiaque absolu et au coût cardiaque relatif qui sont dépassés pendant 1% du temps travaillé, c'est-à-dire environ 5 minutes. Et la valeur limite est 100 tours. On va à travers à travers un graphe, tout ça d'un point de vue classique. Le delta F représente l'accélération de la fréquence cardiaque. En fait, le delta FC, c'est la fréquence cardiaque de crête, c'est-à-dire le pic, dans une phase donnée, moins la fréquence cardiaque moyenne. Et la variation, on va 30 minutes, bien sûr. Donc, on a plusieurs indices. On a la fréquence cardiaque de crête maximale, la fréquence cardiaque percentile, la fréquence cardiaque moyenne, le delta FC, le CA moyen qui se calcule et le coût cardiaque relatif moyen, on a la titanique et le CCR. Là, on fait surtout la fréquence cardiaque de crête, le CCA et le CCR et le delta. Donc, il y a plusieurs indices. Vous avez celle de Monod, de Capitania, vous avez celle de Frima, vous avez celle de Meunier, Smolik, Inuki. On va considérer que c'est pénible. Vous avez ici, par exemple, de Meunier, de Smolik, de Knouché. Vous avez, par exemple, la fréquence moyenne. La fréquence fait le 99e percentile et le CCR moyen. En fait, généralement, les cardiofréquences MEF, il vient avec un logiciel qui calcule tout ça. Donc, en fonction des situations, vous avez une grille avec le nombre de points. Par exemple, on va faire des scores total de 13 à 15 points. Donc, 5, 5, 5. Maintenant, à travers un exercice d'application, vous allez mieux comprendre cela, le TD, parce que sinon, tu fais. En cet exercice d'application, utilisez le critère cardiaque, qui semble, comme on a, le plus précis et le plus facile à employer en milieu de travail. Donc, on a différentes valeurs de la fréquence cardiaque qui vont évaluer la charge de travail. Ça va nous permettre de fixer une échelle de pénibilité. Donc, il y a une étude de poste qui a été faite et on a le recueil de la fréquence cardiaque dans cette étude de poste. Ici, vous avez les battements du cœur, la fréquence cardiaque. Ici, vous avez le temps. Vous me suivez? Oui. Oui, professeur. Il y a un problème toujours de coupure de connexion, donc on vous entend quand même mal. Je suis avec le téléphone. C'est la connexion revenue. Voilà. Je vais vers vous. C'est revenu. Donc, je reviens à Google Maps. Une fenêtre. Cardiaque maximale théorique, c'est quoi un coût cardiaque absolu, un coût cardiaque relatif et un data FC, voilà la fréquence cardiaque de crête. Les paramètres et vous allez les reprendre. C'est bon? Vous avez des questions ou... Professeur, s'il vous plaît, nous envoyer le cours, c'est possible. Mais bien sûr, tout de suite, je le ferai. D'accord, merci. Normal. Oui? Professeur, s'il vous plaît, ça sera pour quand la séance de